Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau podcast de la chaîne Token Talkers. Aujourd'hui, on a la chance et l'honneur de recevoir Magdalena Turin, qui est la cofondatrice de Lyft. Comment vas-tu? Salut Jean, merci beaucoup de m'accueillir sur le podcast. Très bien et toi? En pleine forme, super content de t'avoir. On sait que tu es quelqu'un qui compte dans l'écosystème. Tu n'es pas forcément de l'écosystème Web3 et c'est pour ça que c'est super intéressant de t'avoir aujourd'hui parce que tu as une vision qui est à la fois un petit peu Web3 mais aussi qui est entrepreneuriale. Et pour nous, c'est très important parce qu'on a beaucoup d'entrepreneurs ou de gens qui veulent être entrepreneurs qui veulent passer sur le podcast. Donc, vraiment, tu es la bienvenue. On est trop content de t'avoir aujourd'hui. Avant de commencer, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de toi? Qu'est-ce que tu as fait avant un petit peu? Quel est ton parcours un petit peu avant de cofonder Lyft? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton ressenti et comment tu en es venu à confonder Lyft? Écoute, oui, avec plaisir, Jean, d'autant plus que par rapport à moi, ce que je prône vis-à-vis du Web3, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut tous qu'on s'y intéresse. Effectivement, je vais te dire quelques mots sur mon parcours pour montrer que quel que soit notre horizon et nos origines, aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Mais en fait, je suis historienne de formation. J'ai fait une prépa, ouais, j'ai fait une prépa hyper classique, Hippo-Cagne-Cagne à Paris. Non, je suis pas originaire, hein, moi je suis originaire du sud de la France. Mais j'ai fait ma prépa à Paris en Henri IV. Ensuite, je suis rentrée à Normal Sup en option histoire. Et en fait, en faisant mes études d'histoire, j'ai découvert l'économie. Donc, je me suis dirigée petit à petit vers l'histoire économique et mon directeur de recherche, qui était Jacques Marseille, qui était un économiste incroyable, m'a dit, bah, en fait, il faut que tu complètes ta formation en histoire par une formation d'outils économiques pour pouvoir faire de l'analyse économique de qualité, même si tu l'appliques à l'histoire et pas forcément à des travaux d'économistes au sens pur. Du coup, je fais une école de commerce, je fais l'ESCP. Petit coucou à tous mes copains de l'ESCP parce que je me suis tellement éclatée à l'ESCP. Grand souvenir de mon parcours. Coucou à tout le monde. Coucou tout le monde et coucou à mes copains de l'ENS aussi parce que je me suis aussi beaucoup amusée à l'ENS. Et donc au bout de 2 ans, non, au bout d'1 an, pardon, à l'ESCP, je devais partir en année de césure. Ça faisait partie du cursus que j'avais choisi. Et moi, j'avais une passion pour l'Asie. J'étais fascinée par l'Asie par rapport à l'angle spirituel, dont on va reparler un petit peu après sur la partie leadership. Et donc, je suis partie à Mhm. Hong Kong. J'ai eu une opportunité de partir en stage à Hong Kong. Donc, je suis rentrée dans un cabinet de conseil qui était dirigé par un ancien de chez Cartier qui était spécialisé sur le retail de luxe. Et donc, j'ai fait 2 ans à Hong Kong super intéressant. Puis il y a 2008 qui est arrivé. Donc, les plus jeunes ne s'en souviennent pas, mais ceux qui ont mon âge s'en souviennent. 2008, c'était un énorme marasme. Et à Hong Kong, c'était juste incroyable parce que tu avais vraiment des personnes qui étaient du Tellement. jour au lendemain. Enfin, c'est une ville où il y avait quand même énormément d'activités de trading financier. Donc, ça a été un choc incroyable. Et puis moi, surtout, il fallait que je finisse mes études parce que j'avais toujours mon diplôme à valider. Et donc, je suis partie dans une université partenaire parce que je voulais absolument rester en Asie. Et j'ai choisi l'Asian Institute of Technology qui est basé à Bangkok. Bon, déjà parce que tu imagines bien que quand tu as 23 piges, faire tes études à Bangkok, c'est quand même plutôt sympa. Donc, ça me disait bien. Mais surtout, j'avais vraiment envie de ce côté institut de technologie sur la partie tech. Donc, ça me bottait bien et j'ai commencé à m'intéresser donc pendant cette année qui était ma dernière année de programme master/MBA. J'ai commencé à m'intéresser à l'économie sociale et solidaire, à l'économie à impact. Et comme j'ai adoré la Thaïlande, j'ai découvert un pays qui était hyper dynamique économiquement, humainement absolument incroyable. J'ai commencé à poser des CV pour rester. Et là, rencontre incroyable avec EDF. Je savais même pas que le groupe EDF était présent à l'étranger à l'époque. Et en fait, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait confiance et qui a vu que j'étais hyper passionnée par tous les sujets, à la fois de technique, de technologie et puis surtout de société et d'environnement. Et donc, j'ai pris un poste de DIRCAB pour le directeur Asie du Sud-Est.
Donc, je me suis baladée dans toute l'Asie du Sud-Est à m'occuper d'audits de fonctionnement sur des centrales thermiques et hydrauliques. Super intéressant. J'ai travaillé sur des programmes de suivi environnementaux, construction de centrales, enfin vraiment des trucs géniaux. Et quelques temps après, le groupe m'a repéré, m'a proposé de prendre le même poste, mais pour toute l'Asie, donc auprès du directeur Asie, qui était basé à Pékin. Donc, direction Pékin. Alors, entre-temps, je m'étais mariée, j'avais eu un bébé, donc je suis partie avec Bravo. mari et enfant sous le bras. Et là, 4 ans à Pékin qui ont été, je pense, intellectuellement les meilleures années de ma carrière. Le groupe EDF construisait à l'époque, maintenant son opération, 2 unités de centrales nucléaires dans le sud de la Chine, des développements de tous les côtés sur les smart green, etc. Beaucoup de développement dans la finance aussi sur les green bonds. Enfin, vraiment, il y en avait de partout. C'était vraiment incroyable comme expérience. Et au bout de 4 ans, il était temps de changer de poste, puisque c'est un peu l'idée dans les grands groupes. L'idée, c'est d'évoluer. Le groupe Ouais. m'a demandé ce que je voulais faire et j'ai dit que je voulais faire des ressources humaines parce que j'avais des sujets ressources humaines quasiment sur tous mes dossiers et ça me fascinait. C'était vraiment un domaine qui me passionnait. Et il y avait un poste de DRH pour la zone Amérique qui était ouvert à Houston. Et donc, j'ai candidaté. Et quelques mois après, direction Houston, donc l'autre côté de la planète. Et là, 3 ans aux États-Unis où j'ai couvert toute la zone Amérique, Amérique du Nord, Amérique du Sud, avec la responsabilité des fonctions RH transverses sur l'ensemble des filiales du groupe. EDF aux États-Unis, c'est assez gros, c'est 3000 salariés sur l'ensemble de la zone Amérique, du Canada au Chili, des gros projets. À l'époque, c'était le premier développeur de solaire aux États-Unis et gros trader de gaz. 2017, pour des raisons familiales, retour en Europe. Donc, on décide avec ma famille de rentrer en France. Et là, je prends un poste à l'école de commerce de Montpellier. Où pendant 1 an, un an et demi, je gère les programmes de formation continue et avec déjà en tête l'envie de monter ma boîte. Puisque tu imagines bien, tu vois, j'ai fait 12 ans à l'étranger, 8 ans sur des fonctions qui étaient, pour les 4 dernières années, vraiment des fonctions de leadership et les années d'avant, beaucoup de management. Donc, j'avais vu énormément de situations, grosse envie de transmettre et de partager ça. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai fondé Lift. Enfin, je l'ai cofondé à l'époque avec une personne avec qui j'étais associée. Et donc, on a fondé Lift avec vraiment l'envie de partager, si tu veux, nos convictions et nos croyances aussi, même si on sait qu'il faut savoir les questionner. On a tous des croyances sur le leadership et sur la manière dont, en fait, les leaders, les managers ont une responsabilité vis-à-vis de l'écosystème, ont une responsabilité vis-à-vis de leurs salariés dans la manière dont ils pilotent leur entreprise. Pas uniquement sur leur secteur, sur faire mon chiffre d'affaires, faire mes marges, répondre à mes actionnaires, mais aussi sur ce qu'ils créent, en fait, pour leurs salariés, à la fois en termes d'élévation spirituelle, mais aussi intellectuelle. Et c'est comme ça que j'en ai naturellement à m'intéresser aussi au sujet d'IA et de Web3. Donc du coup, le cœur d'activité de Lift, c'est un petit peu comment développer le leadership spirituel. C'est exact? Alors c'est ça, ça fait partie de nos OK. activités. Moi, mon cœur d'activité vraiment, c'est l'accompagnement, donc accompagnement collectif et individuel. Donc je fais de la formation, du conseil et de l'accompagnement avec un cadre de référence qui est effectivement le leadership spirituel, c'est-à-dire comment OK. créer des entreprises qui soient spirituellement Waouh. plus fortes. Bon alors déjà dans un premier temps, bravo pour ton parcours, incroyable. En plus avec un parcours à l'international, c'est génial. On sent tout de suite les personnes qui ont eu un parcours à l'international, une vision différente de ceux qui sont restés dans un pays, un seul. Alors que ça soit la France, la Suisse, le Luxembourg, la Belgique, on sait qu'on est écouté dans une trentaine de pays. Donc, voilà, c'est vrai qu'on comprend que c'est important d'aller voir à l'étranger, de voir ce qui se fait aussi ailleurs, de mélanger un petit peu les cultures. Donc vraiment bravo à toi. Et du coup, on ressent dans ta façon d'être, de ta façon de comporter, que tu as eu le mélange de plusieurs cultures. Et vraiment, bravo pour ce parcours international et tout ce que tu as fait. Et maintenant, bravo pour on va dire, la cofondation de Lyft. Et pareil, je pense que c'est une grosse valeur ajoutée pour les entrepreneurs, mais ils ne le savent pas toujours. Ils ne savent pas toujours qu'il faut se faire accompagner, qu'il faut se faire aider, qu'il faut avoir un peu cette partie parfois spirituelle qui permet vraiment de leur faire bénéficier
de plus de compétences, de plus de connaissances d'eux-mêmes. Est-ce que tu peux justement nous en parler un petit peu plus? En quoi le leadership spirituel est positif pour les entrepreneurs du Web3, mais d'autres entrepreneurs, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui est une force. Bah, écoute, oui, je vais faire le lien avec, avec ta réflexion que je partage tout à fait, hein, sur, l'importance de s'ouvrir au monde. Moi, je suis arrivée en Asie, j'avais 20 ans et en fait, c'est une énorme, claque, mais très positive parce qu'en fait, tout ton cadre de référence, tu te rends compte qu'il est construit, par rapport à un contexte, mais qu'en fait, il est dans tu as, allez 90 de la planète qui fonctionne pas comme toi et en fait, ça te Ouais. donne une immense humilité parce que tu dis: «OK, en fait, je sais rien, ou tellement peu par rapport à tout ce qu'il y a à savoir dans le monde et en fait, j'ai une vie entière pour apprendre, donc il faut pas que je perde un seul jour, il faut que chaque jour, je puisse découvrir des choses et m'enrichir et apprendre». Donc ça, c'est vrai que c'est une super expérience et moi encore, tous les matins, quand je me lève, je me dis: «Waouh, je vais encore me coucher ce soir en ayant découvert je sais pas, tu vois? Et ça, c'est vraiment super excitant. En termes d'approche spirituelle, alors déjà un truc, le il y a vraiment une différence entre la spiritualité et la religion. C'est-à-dire que moi, je prône pas une approche Ok. religieuse du tout, hein. C'est vraiment spirituel au sens de l'esprit. Ce que je vois aujourd'hui, et ça me fait vraiment de la peine, mais enfin très très profondément, c'est que je vois pas mal de dirigeants et de dirigeantes qui sont en souffrance. Alors il y en a beaucoup qui s'éclatent et qui sont super bien et qui gèrent tout bien, tous les aspects de leur vie, Mhm. mais il y en a qui sont en souffrance. Alors pas parce qu'ils font les choses mal, pas du tout, hein. Moi, je suis très très si tu veux, vigilante par rapport à l'aspect développement personnel où on est tout le temps en train de t'expliquer que tu as des failles, que tu as des complexes, que tu as des croyances limitantes. C'est OK, en fait, on fait tous comme on peut. On n'a pas de failles, on n'a pas de complexes, on a juste des fonctionnements et on peut pas être tout le temps en train de, faut pas être tout le temps en train de chercher à se réparer. Au contraire, faut chercher à fonctionner du mieux qu'on peut et à être heureux avec les circonstances qu'on a. Mais moi, je suis pas du tout d'accord avec cette approche de on n'est pas complet ou où on a des failles à réparer. C'est quelque chose qui, je trouve, peut être vraiment à prendre avec des pincettes. Et moi, je vois beaucoup de dirigeants qui sont super engagés, qui ont des salariés, qui payent leurs salariés avant de se payer eux. Parce que tu vois, dans le monde des startups, même de certaines scale-up, on va pas se mentir, hein, tu as quand même des boîtes qui fonctionnent bien, mais pour autant, les dirigeants, ils sont les derniers à se servir, hein, clairement. Et Ouais. tu en as beaucoup qui manquent de temps pour eux, qui manquent de temps pour se faire plaisir. Tu en as aussi beaucoup qui souffrent d'addiction. C'est un sujet que je rencontre énormément. Alors, ça peut être des addictions diverses et variées, hein, même l'alcool et la clope, mais déjà rien que ça, si tu veux, c'est des trucs qui font pas du bien et qui peuvent être des vrais sujets. Donc, si tu veux, le leadership spirituel, c'est vraiment comment je vais diriger avec mon âme. L'âme, c'est le moteur le plus puissant qu'on a. C'est plus puissant que n'importe quel ordinateur, c'est plus puissant que n'importe quel serveur. C'est quelque chose qui va à la fois nous permettre d'acquérir de la science, de la conscience et de la préscience. Je me souviens plus qui avait dit qu'il fallait les trois, mais c'est vraiment quelque chose qui est super puissant comme outil et qui est très accessible parce que c'est au fond de nous, c'est là tout le temps. Donc le leadership spirituel, un fonctionnement spirituel, c'est vraiment de se dire comment je vais me connecter avec moi-même. Et moi, ce que je prône, ce que je dis tout le temps à mes clients, c'est quand tu veux bien diriger ta boîte, c'est 80% de travail sur toi et 20% d'action pour les autres. C'est-à-dire, en Ok. gros, le management, que tu passes ton temps à être sur le dos de tes salariés, c'est pas OK, en fait. Ça fonctionne pas. Il faut d'abord travailler sur soi. Et en fait, quand tu travailles sur toi, tu te rends compte que tu peux finalement être beaucoup plus en confort, être beaucoup mieux. Moi, c'est la seule chose qui m'importe, c'est comment je fais pour aider les gens à s'élever, les personnes que j'accompagne, comment je les aide à s'élever et comment je les aide à être mieux, à ce que tous les jours, Hmm. soient finalement un peu mieux. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant comme vision et je la partage à 100. Souvent, les entrepreneurs, ils ont des douleurs internes, ils s'en rendent pas compte et parfois les douleurs internes viennent de ce que tu partages et je pense que c'est important de pouvoir les accompagner. Force à toi et bravo pour ce que tu fais parce qu'il y a plus d'entrepreneurs qui en ont besoin et qui ont besoin de prendre conscience. Et justement, sur la prise de conscience, comment tu fais pour leur montrer qu'ils en ont besoin? Comment tu fais pour leur dire: «Écoutez, là, il y a peut-être un petit problème, vous avez une douleur, moi je suis votre médicament, je suis votre solution». Comment tu fais pour leur faire prendre conscience et leur faire ouvrir, entre guillemets, je sais pas, les chakras, la vision? Parce que on sait, les entrepreneurs sont têtus. Parfois aussi, ils ont de l'ego, même très souvent beaucoup d'ego. Donc, c'est pas facile d'aller piquer leur ego en leur disant: «Tu as un besoin, viens, je le complète». Comment toi, tu y arrives?
Bah, déjà aujourd'hui, je pense qu'on a vraiment on est vraiment sur un changement de paradigme. C'est-à-dire que, tu as quand même une tendance à l'échelle mondiale, hein, de prise de conscience, que, le lien aux autres est important, que, quand tout le monde est le problème autour de toi, c'est toi le problème. Donc si tu veux, Ouais. aujourd'hui, être dans une logique de je pointe du doigt tout mon écosystème autour de moi sans voir que je que c'est moi quand même qui suis au cœur de tout Mmh. ça, tu l'as quand même de moins en moins, surtout chez des personnes qui sont quand même en conscience de ce qui se passe. Mais généralement, c'est quand même souvent le point de départ. C'est-à-dire que souvent, le point de départ de l'accompagnement individuel, c'est OK, je suis pas bien dans ma boîte parce que avec mes salariés, ça va pas, parce que j'ai un turnover, parce que j'arrive pas à attirer, parce que les gens s'en vont. Comment faire pour que les gens restent? Où je suis en pleine levée de fonds et c'est extrêmement difficile, c'est extrêmement douloureux, c'est un process qui est compliqué et puis du coup, ça a des impacts sur ma famille, du coup, ça va pas à la maison, du coup, ça va pas au travail et cetera. En fait, c'est souvent cette espèce de point de départ où tu regardes un peu vers l'extérieur et tu te dis: «En fait, ça va pas parce que je suis en train de faire une grosse levée de fonds et du coup, c'est hyper compliqué. Ça va pas parce que le marché du recrutement est difficile et du coup, tous mes salariés se barrent» Mmh. et en fait, c'est en partant de ça, en fait, de ces éléments-là, que moi je commence à travailler en disant, bah, en fait, qu'est-ce qui fait que c'est difficile? Oui, tu peux faire une levée de fonds, une très, très grosse levée de fonds et que ce soit facile. Bien sûr, c'est complexe. Je te dis pas que c'est simple, je te dis pas que tu vas y arriver sans aucune Mmh. connaissance, sans aucun appui, sans aucun travail. En revanche, Et ça qui peut peut te être faciliter la tâche. Ouais, et tu peux prendre du plaisir surtout. ouais, c'est clair. Ah, très intéressant, très intéressant. Merci pour ce partage et je pense que ça va piquer la douleur de pas mal d'entrepreneurs qui peut-être ont des soucis. Ils se disent: «Bah, mon médicament, c'est Lyft, ma solution, c'est Magdanella». Comment on fait pour te contacter? Quel est le meilleur moyen de rentrer en connexion, en relation avec toi? Alors écoute, moi je suis très, très, LinkedIn, addict, OK. donc je réponds très vite. C'est moi qui réponds, j'ai pas de community manager, c'est super important pour moi. Je fais un métier où j'ai OK. vraiment besoin, si tu veux, de savoir quand je réponds à quelqu'un, de comprendre son écosystème, donc de pouvoir vraiment être en direct avec mes clients. Donc la meilleure manière de me contacter, c'est une demande de D'accord. connexion sur LinkedIn avec un message, et je réponds vraiment très rapidement, 24-48 heures. Donc, vous me contactez sur LinkedIn, ça marche très, très bien. D'accord. Bon, pour les personnes qui, ne voient pas le format visuel, sur LinkedIn, c'est Magdalena Turin, Thurin. Contactez-la et bien sûr, elle répond, elle est ultra rapide et elle est très présente sur LinkedIn. Je la vois très souvent passer, donc c'est qu'elle est super présente. Bravo en tout cas pour ce que tu fais. Si on revient sur la partie un petit peu entrepreneuriat, quelle est pour toi la connexion que l'on peut trouver entre les secteurs de l'entrepreneuriat et du leadership que tu prônes avec les technologies émergentes, pardon, notamment comme le Web3. Alors écoute, moi, si tu veux, je vais te parler de mon propre parcours vis-à-vis du Web3. En fait, quand j'ai commencé à m'y intéresser, alors j'y suis venue à travers finalement la volonté de comprendre en fait de quoi on parlait quand on parlait de blockchain, de quoi on parlait quand on parlait Mmh. de crypto. Et en fait, ça a été une révélation. Parce que en fait, je m'étais jamais intéressée au Web 2. Donc, si tu veux, l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux, etc. Donc, des choses qui appartiennent au monde du Web 2, je voyais que c'était là, mais je ne m'étais pas du tout posé la question de ce qu'il y avait derrière, en fait, de la manière dont ça fonctionnait. C'est un peu comme si tu allumes ton interrupteur et que tu te poses jamais la question de te dire d'où vient l'électricité. Bah, là, c'est un peu pareil. Et en fait, quand j'ai commencé à faire quelques investissements en crypto, alors au début catastrophique, hein, mais je pense comme beaucoup de gens qui sont très néophytes sur le sujet, tu dis ah bah tiens en fait bon j'ai perdu. Ok, pourquoi j'ai perdu? Bah, c'est parce que forcément j'ai pas compris quelque chose, donc je savais pas quelque chose. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'y intéresser. Donc ok, comment héberger une crypto? Ok, une crypto en fait c'est hébergé sur une blockchain. Ok, qu'est-ce qu'une blockchain? Et là en fait petit à petit, bah, en tirant les fils, j'ai découvert le monde du Web 3 et en fait j'ai été OK. fascinée, mais vraiment fascinée par la profondeur du projet politique et intellectuel qu'il y a derrière la création de la blockchain. Franchement, j'étais passée à côté en 2008. Je vais te dire la vérité, j'étais vraiment passée à côté en 2008. C'est-à-dire que je l'ai vu arriver comme tout le monde, mais à aucun moment, j'ai réalisé ce qui s'était Mmh. passé, en fait, au moment enfin, où on a créé, où a été créé le protocole Bitcoin et de l'avènement, si tu veux, de la Mmh. première blockchain, de la première crypto.
et de la puissance de la décentralisation. Donc déjà, je pense que si tu veux, pour un entrepreneur, quel que soit son secteur, c'est intéressant. Après, tu as des personnes qui vont pas du tout avoir envie de s'y intéresser, qui vont juste l'utiliser, qui vont investir en crypto, qui vont utiliser des tokens, qui vont avoir peut-être un wallet sans même le savoir, hein, puisqu'aujourd'hui, tu es parfois Ouais, c'est obligé de clair. créer un wallet en fait pour t'inscrire sur certains sites. Et ça va pas leur manquer. Bah, c'est complètement OK, hein, j'ai envie de te dire, on est tous différents. Comme tu as des gens qui font pas de sport, c'est complètement OK. C'est chacun son équilibre. En revanche, moi, je pense que ça va tellement changer notre vie. Et surtout, c'est quelque chose que j'avais entendu dans une conférence lors de l'événement Block Event qui a eu lieu à Montpellier en début d'année. Mmh. Et ça a vraiment changé ma vision des deux choses parce que je pensais qu'en fait, ce qui allait le plus changer notre vie, c'était l'intelligence artificielle. Et en fait, il y a une conférence super intéressante de Michel Razaga qui disait, en fait, ce qui va changer notre vie, c'est la combinaison de l'IA et du Web3. Ça va créer une surface, une magnitude de changement qui est juste incroyable. Et là, moi, je me suis vraiment... Donc, tu vois, c'est super récent, hein, c'était il y a quelques mois. Là, je me suis vraiment mis à me dire, OK, en fait, ça fait des mois maintenant que je m'y intéresse, que j'apprends, que j'écoute des podcasts, que je lis des bouquins et tout, mais maintenant, je vais vraiment l'utiliser. Et Mmh. là, ça change vraiment la manière dont tu vois les choses parce que tu te dis, en fait, moi, en tant qu'entrepreneur, c'est mon rapport à la sécurité de l'information, à la manière dont je vais fonctionner, à mes process. Je me dis, tu vois, par exemple, dans le monde de la supply, tout ce qui est supply chain. Aujourd'hui, la supply chain responsable, c'est un gros sujet. Moi, en tant que consommatrice, pour moi, c'est un énorme sujet. C'est-à-dire qu'avant d'acheter un truc en ligne, je contacte la marque en disant, toutes les petites marques émergentes, je contacte la marque en disant où est-ce que vous fabriquez vos vêtements, où est-ce que vous fabriquez vos produits. Pour moi, c'est Ah super ouais. important. C'est vraiment cette dimension de conscience. On est informé, on est documenté. Donc aujourd'hui, on est tous capables de savoir que si on ne s'informe pas sur la provenance de ce qu'on achète, concrètement, on contribue en seconde main, silencieusement, à des choses avec lesquelles tous, humainement, on n'est pas du tout OK. Le respect des droits de l'homme, le respect de la planète, etc. Et là, je me dis, OK, tu veux avoir une supply chain responsable, ce qui aujourd'hui est une préoccupation pour beaucoup de très grandes marques, pour beaucoup de très grands groupes, d'assurer la traçabilité de ce qui se passe sur leur supply chain, aussi parce qu'ils y sont tenus par rapport à des obligations internationales, à de la réglementation, etc. Quelle meilleure manière de le faire qu'avec une blockchain? Ouais, c'est clair. Ouais, C'est c'est clair. infalsifiable. Tu peux l'appliquer à peu près partout dans le monde. Tu es pas dépendant de l'erreur humaine parce que parfois tu as aussi des erreurs, hein. C'est pas uniquement de la mauvaise volonté, ça peut être aussi de l'erreur humaine. Il y a pas de meilleure manière de sécuriser une supply chain, si tu veux qu'elle soit responsable en plus. Alors, le fait qu'elle soit blockchainisée veut pas dire qu'elle soit responsable, hein, parce que tu peux blockchainiser un process qui n'est pas du tout respectueux de l'environnement, respectueux des droits de l'homme, etc. En revanche, si tu veux prouver que ton process est respectueux de la réglementation tu n'as pas de meilleure manière de le faire et de le démontrer, de le suivre qu'avec une blockchain. Donc c'est pour ça que je dis, tu as une magnitude d'applications qui est juste incroyable. La sécurité industrielle, je t'en parle pas, c'est vraiment, tu as des applications qui sont considérables. Donc c'est pour ça que je me dis, moi aujourd'hui, si tu es dirigeant d'entreprise, quel que soit ton secteur d'activité, tu as une appli où tu as des clients sur ton appli qui achètent tes produits sur ton appli. La sécurité de leurs données, c'est pareil. S'ils ont, plutôt que Ouais. d'avoir un code avec un mot de passe pour entrer sur ton site, s'ils ont un token et s'ils achètent avec un wallet, en plus, comme ça, tu les éduques aussi et tu leur apprends. Aujourd'hui, il y a 35 millions de personnes dans le monde qui détiennent des cryptos, c'est pas énorme. Alors que Mmh. pour autant, c'est une manière d'acquérir du pouvoir individuellement, financièrement, qui est hyper important. Ouais, c'est clair, c'est clair et le Web3, c'est pas que les cryptos et souvent les gens, font la confusion en se disant: «Bah, Web3 crypto ou blockchain crypto», alors que non, c'est tout un écosystème et cet écosystème, il est beaucoup plus large que juste les cryptos. La blockchain, c'est une vraie révolution et effectivement, comme tu le disais si bien, Michel Kazaka, vraiment, on parle vraiment très bien de ce sujet-là. D'ailleurs, il y a un podcast qui va sortir, avec lui qu'on a tourné, je pense, il y a 1 ou 2 semaines, où il en parle vraiment très bien, où il explique vraiment la différence entre, pour lui, l'IA et le Web3 et qu'est-ce que la blockchain et le Web3 a encore en plus de l'IA et comment les 2 vont travailler ensemble pour faire vraiment cette explosion du futur. Donc ouais, merci d'en parler. C'est vraiment très intéressant de t'entendre, hem, bah, partager ton avis sur le Web3 parce que, mine de rien, tu as énormément de connaissances. Tu connais très bien et tu maîtrises très, très bien le sujet et en plus de ça, tu vulgarises. C'est-à-dire que c'est trop bien parce qu'en fait, personnellement, d'entendre toute la journée des devs, des ingénieurs, des pure tech
expliquer c'est quoi la blockchain avec leurs mots savants qu'on ne comprend pas. C'est très intéressant d'avoir des personnes qui l'utilisent avec des mots beaucoup plus simples et qui va nous permettre à monsieur et madame tout le monde de comprendre. Parce qu'en fait, la vulgarisation, c'est notre plus gros problème dans le Web3. Et toi, tu arrives tranquille dans tes chaussons et tu dis, écoutez, voilà, je vais vous expliquer c'est quoi le Web3. Ah, vraiment, bravo Magdalena et merci pour cette explication. Bah écoute, C'est avec vraiment plaisir. c'est vraiment très intéressant et ça fait vraiment plaisir, de t'écouter. Quand on parle vraiment des opportunités qu'il y a donc pour les dirigeants, est-ce que toi tu cibles aussi éventuellement des défis actuellement et potentiellement des blocages ou des défis et opportunités, hein, bien sûr, des blocages que peuvent avoir éventuellement certains dirigeants que tu accompagnes, à qui tu peux dire: «Bah, écoutez, voilà, je vous accompagne sur la partie spirituelle, mais il y a aussi, vous soyez ouvert aussi potentiellement sur la partie Web3». Mais est-ce que toi, tu vois des défis, des opportunités pour eux, notamment avec cet écosystème? Bah, écoute, le premier défi que je vois, c'est sur la conduite du changement. Moi, c'est vraiment un sujet sur lequel, quand tu fais du conseil et de l'accompagnement, tu es assez naturellement amené à travailler sur des problématiques de conduite du changement puisque, le changement, c'est tout le temps, en fait. Ça fait juste partie Le du changement, c'est quotidien. maintenant. C'est maintenant et c'est maintenant parce que c'est tout le temps, en fait. C'est exactement ça. Donc et d'ailleurs, enfin, c'est hyper important de se dire que c'est ce qui fait la beauté de la vie aussi. Parce que moi, j'ai 41 ans aujourd'hui. Si j'étais la même personne qu'à 21 ans, c'est-à-dire que si je pensais la même chose, si je fonctionnais de la même Mmh. manière, bah, j'aurais vécu 20 ans pour rien, en fait. Donc Ouais. c'est vraiment super important de se dire ce changement-là, quel impact j'ai sur ce changement-là, en fait. Comment je le vis, comment je l'accueille, mais aussi comment je l'impacte, comment j'ai de l'influence sur ce changement-là. Le premier défi que je vois, donc en parallèle avec ce que je peux voir sur la conduite du changement, c'est la peur. Aujourd'hui, tu as encore Ah des oui. dirigeants, beaucoup, hein, qui te disent non, mais moi, je suis pas OK avec l'intelligence artificielle. Alors, je te parle même pas encore de Web3 parce que ceux qui sont déjà pas OK avec ça, généralement, ils ont même pas envie de se poser la question de savoir ce Mmh. que c'est que le Web3. Ils te disent bah, moi, je suis pas OK avec l'intelligence artificielle parce qu'en fait, ça déshumanise. Du coup, tu réfléchis plus par toi-même. On va aller vers des trucs très stéréotypés, etc. Ça, c'est de la peur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, il y a un truc que je ne maîtrise pas et du coup, j'ai peur d'y aller. La meilleure manière d'y aller, en fait, c'est d'essayer. Moi, j'ai eu la même chose quand j'ai commencé comme tout le monde, il y a, je sais plus, c'était il y a à peu près 1 an à utiliser ChatGPT, ouais, 1 an ou 2 ans, je sais plus exactement. Et en fait, je me suis dit: «OK, au début, tu fais tes prompts». Déjà, tu sais même pas que ça s'appelle un prompt, donc tu demandes un truc à ChatGPT, tu utilises comme si tu utilisais Google, tu sais? Tu es là, tu demandes un truc et tout machin et puis je dis: «Non mais c'est complètement nul, ça me sort des trucs tout nazes, ça me fait perdre du temps» et cetera. Après, tu dis, bon, alors en fait, tu as deux manières de réagir par rapport à ça. Tu as une manière qui est de dire, bah, en fait, ça marche pas pour moi. Et là, tu vas t'inventer tout un tas d'excuses pour justifier que ça marche pas. Et même si tu as 8 milliards de personnes sur la planète qui l'utilisent, tu vas dire, ah non, mais moi, je suis tellement spécial que, attention, pour moi, ça marche pas. Ouais, alors c'est vrai qu'on est tous spéciaux, mais je t'assure, ça fonctionne, quoi. Grave. Et puis, tu as une deuxième manière de réagir qui a été celle que j'ai eue, et je te dis ça parce que moi, j'ai réagi comme ça au début. Hein. Ah non, mais tu vois, pour moi, ça fonctionne pas. Et puis après, tu te dis, bon, attends, en fait, c'est que tu connais rien. Et donc, je me suis formée. C'est comme sur tous les sujets, en fait. Hein. Trop C'est bien. vraiment sur tous les sujets, c'est exactement pareil. Sur la nutrition, c'est comme ça. Si tu veux apprendre à faire à manger, il faut te former. Si tu veux apprendre à poncer un meuble, il faut te former. Ben, si tu veux apprendre à utiliser de l'IA, il faut te former. Et c'est super simple en fait. Hein. C'est vraiment déjà comprendre ce qu'est un prompt, comprendre comment ça fonctionne, comprendre qu'il faut déjà pré-prompter ton chat GPT donc, ou ton IA, parce que moi j'en utilise d'autres. J'aime bien Mistral parce que c'est français, Cocorico. Donc, mais ça fonctionne toujours de la même manière, tu vois. C'est vraiment, tu expliques comme si tu parlais à une vraie personne, en fait. C'est ça que moi je trouve Ouais. hyper humain dans l'IA. Tu vas expliquer à ton IA qui tu es. Tu lui expliques qui tu es, tu lui expliques ce dont tu as besoin. Et le truc que je trouve vraiment magique, c'est en fait, quand la réponse est mauvaise, c'est que la question n'était pas bonne. Et quand tu es en entreprise, Ouais. tu as très rarement un salarié, surtout si tu es le boss, tu vois, si tu es avec un collaborateur ou avec un collègue, il peut plus te le dire, mais si tu es le boss, tu as très rarement un de tes salariés qui va dire attends, ta question, elle est trop. Enfin, je comprends rien en fait. Je comprends pas ta question, je comprends pas ce que tu veux. T'as personne qui te le dit, ça, ou très rarement, tu vois, à part dans des boîtes C'est qui ont vrai. vraiment des super cultures. Là, l'IA, elle te le dit tout de suite. Tu sais, tu vois le truc qui bip et tu es là. Ah ouais, en fait, ma question n'était pas claire. Et ça t'oblige, en fait, ça t'oblige à te poser plein de questions sur ce que tu veux, sur ce que tu fais et tout.
Et moi, je l'utilise aussi pour avoir un échange, en fait. Parce que tu travailles pas forcément, c'est tout bête, hein, mais parfois, moi, je travaille le soir ou à des moments où les gens sont pas forcément en ligne. Et je me dis, bah tiens, attends, je vais discuter avec deux, trois IA différentes et je vais voir ce qu'elles me disent, en fait. Et après, bah, comme toujours, c'est comme par rapport à la presse, c'est comme par rapport aux réseaux sociaux, comme par rapport à tous les médias, tu utilises ton jugement, en fait. Tu utilises ta conscience Ouais, critique et tu dis, OK, ça, c'est pertinent. Non, ça, c'est pas pertinent. C'est comme ça que tu peux utiliser de l'IA de manière utile. Et vis-à-vis du Web3, moi, le plus grand défi que je vois pour les dirigeants, c'est déjà, en fait, de se dire, OK, je vais m'intéresser à ce que ça veut dire, à ce que la décentralisation, globalement, des technologies, enfin, de l'accès, enfin, c'est pas de l'accès, mais si tu veux, enfin, tu vois ce que je veux dire, de la décentralisation de l'usage et de la ouais. contribution via toutes les technologies du Web3 va permettre, parce que vraiment, c'est extrêmement important. Et moi, je prône vraiment ça, c'est-à-dire même si c'est juste de lire des articles de base sur le Web3 ou d'écouter un podcast vraiment pour débutants sur le Web3, il faut comprendre ce qui est en train de se passer, il faut comprendre à quel point ça a un potentiel de révolution du système bancaire, du système notarial, du système financier, du système politique, du système éducatif qui est juste Ouais, colossal. je Le comprends, pouvoir je que ça comprends. redonne à l'individu, c'est incroyable. Après, il y a des défis si tu veux, il y a des défis qui sont plus, j'ai envie de dire pragmatiques ou plus techniques. C'est qu'en fait, le Web3, comme c'est déjà là de toute façon, ça va demander aux dirigeants de se poser des questions par rapport à la réglementation, qui à mon avis sont importants. Ça, vraiment, la question de la Totalement. réglementation, ça va être important parce que forcément, le web réglementé pour prendre en compte ce qu'apporte le Web3, ça va pas être le même que le Web2. Donc déjà, je sais pas si toi en Suisse tu l'avais vécu de la même manière, mais je sais qu'en France, tu vois, quand le RGPD est arrivé, ça a été un Mmh. gros ajustement pour les boîtes. Ouais, Gros totalement. ajustement. T'imagines, on n'a pas changé de système. C'était juste une réglementation de la manière dont on fonctionnait dans un même système. Donc Une ouais, couche, en plus. c'était ça. Mmh. Donc, sur la réglementation, ça, je pense que ça va être un enjeu. Et le deuxième enjeu que je vois, peut-être, ouais, c'est vraiment celui de la sécurité des données et de la manière dont, en fait, on travaille avec les données, parce que finalement, tu vois, je te donne un exemple dans le domaine de l'éducation. Dans le domaine de l'éducation supérieure, donc les écoles de commerce, les écoles de management, toutes les écoles supérieures, elles sont soumises à des accréditations. Les accréditations, aujourd'hui, elles sont attribuées sur la base d'audits qui sont assez à l'ancienne encore, hein, c'est-à-dire que tu crées des salles d'audit où tu mets de la documentation et tu as un auditeur qui vient et qui te dit ça c'est OK, ça c'est pas OK. Demain, tout ça, ça va être blockchainisé. Donc, tu ne pourras Mmh. plus rien modifier, corriger. Donc, en fait, c'est pas la sécurité, je ne le vois pas au sens de ça va créer un problème de sécurité, parce qu'au contraire, on va avoir beaucoup plus de sécurité de l'information. Mais le problème, c'est comment on travaille dans un monde où tu ne peux plus du tout modifier aucune information. Ouais. Ce que ça va changer pour les entreprises, la manière dont elles vont devoir changer leur manière de fonctionner, notamment quand elles font des audits de conformité, c'est incroyable. Le niveau d'exigence est faramineux. Pour moi, ça, c'est un vrai défi. Ah, très intéressant. Ah donc du coup, on voit aussi encore une fois une vision que tu apportes qui est très intéressante sur différents sujets. Merci et merci de l'aborder. Heu, je sais que tu as l'habitude de vulgariser parce que tu as un podcast et on va en parler parce qu'il est incroyable et j'invite tout le monde à le regarder. Est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur ton podcast? Qu'est-ce qui t'a inspiré pour le lancer? Qu'est-ce qui t'a motivé pour le lancer? Et bah, voilà, quel sujet tu partages dans ce podcast? Bah écoute, oui, le podcast, il est venu du fait que moi, si tu veux, je suis quand tu interviens en tant qu'accompagnant, tu n'es pas forcément visible du grand public. C'est-à-dire que tes clients te rémunèrent pour des prestations d'accompagnement. Et en fait, moi, à chaque fois que je travaille des sujets avec des personnes que j'accompagne, je me dis waouh, mais ça, ce serait tellement utile à monsieur et madame tout le monde, même des Ouais. personnes qui ne travaillent pas en entreprise, des personnes qui n'ont pas forcément, si tu veux, envie de se faire accompagner. Mais moi, j'avais vraiment envie de partager ce que je travaillais avec des dirigeants. Donc, si tu veux, le podcast, il est vraiment sur le leadership spirituel. Et en fait, leadership au sens de comment est-ce que je gère mon entreprise, mais aussi comment je gère ma vie.
Je suis assez OK. sensible aujourd'hui à toutes les discussions qu'il y a sur, finalement la quête du bonheur. Est-ce que ça nous met pas une pression qui est juste incroyable? Et c'est vrai, moi je suis d'accord avec ça. Il y a des jours où ça va pas, il y a des jours où on n'est pas heureux, c'est complètement OK. Mais en revanche, alors je vais le dire vraiment avec beaucoup d'humilité si tu veux, je veux pas que ce soit mal compris, mais aujourd'hui j'ai atteint un équilibre dans ma vie où je suis vraiment tout le temps heureuse. C'est-à-dire que c'est tout le temps un kiff, c'est tout le temps du Waouh! plaisir, c'est tout le temps du bonheur. Il y a des trucs pénibles, hein, il y a des trucs difficiles, j'ai mes problèmes comme tout le monde, j'ai mes moments difficiles et tout ça, tu vois? Mais c'est vrai que, tu vois, j'ai ce ressenti d'une plénitude, de quelque chose d'hyper fort qui résonne à l'intérieur de moi et je me dis: «Si tout le monde pouvait avoir ça, mais on serait juste tellement heureux» et en plus, quand tu es dans cet état-là de justement de plénitude, tu vas jamais prendre une arme contre ton voisin, tu vas jamais retourner une arme contre toi-même. Je pense que c'est vraiment le confort individuel, la plénitude intérieure, l'amour que tu peux avoir pour toi-même en te disant: «Mais je m'aime avec tous mes défauts, je suis comme ça, je fais comme je peux, je fais au mieux» et Ouais, l'amour c'est que sûr. du coup tu peux avoir pour le reste de l'humanité, il a vraiment la capacité ça a vraiment la capacité de changer la manière dont on fait les choses à l'échelle de la planète. On aurait une planète beaucoup plus protégée, beaucoup plus préservée si on était tous, beaucoup plus amoureux de nous-mêmes, en fait. Et donc le Ouais, c'est podcast, au clair. début, c'était vraiment parti de ça et de se dire, ben, tous les sujets que moi je rencontre au quotidien, comment est-ce que je gère un deuil, comment est-ce que je gère le changement, comment est-ce que j'accompagne mes salariés, tous les sujets que tu peux avoir en tant qu'être humain, bah, j'ai eu envie d'en parler dans le podcast. Comment communiquer, comment écouter aussi. Ça, c'est vraiment des choses qui me semblent super importantes. Et puis aussi, pareil, hein, sur le sujet du dev perso, moi je me suis beaucoup formée et en fait j'ai fait beaucoup de formations et souvent à la fin de la formation je me disais: «Waouh, tu vois ça vraiment, je pourrais en parler à 2-3 minutes à quelqu'un et ça l'aiderait». C'est-à-dire Mmh. que moi il m'a fallu quelques semaines ou quelques mois à acquérir. Je me suis dit: «Bah, ça même juste 2-3 minutes» et par exemple sur les catégories de vie, moi j'ai fait des formations sur, qui travaillaient sur en fait tu as des catégories dans ta vie et en fait si tu travailles sur toutes les catégories en parallèle, ça va mécaniquement faire remonter les incohérences. Et du coup, tu vas pouvoir beaucoup plus facilement mettre toutes les catégories de ta vie en cohérence parce que si tu veux un truc dans ta vie perso qui est complètement en biais par rapport à ce que tu veux dans ta vie familiale, bah, ça peut pas marcher. Si tu veux un truc pour ta vie amoureuse qui fonctionne pas du tout par rapport à ce que tu veux, pour, j'en sais rien moi, ta vie en tant que parent, bah, là, c'est pareil, tu vois? Ça va se croiser, ça va pas fonctionner et ça, c'est pareil, donc dans les premiers podcasts, j'ai vulgarisé ça aussi en disant: «Ben, tu prends toutes les catégories de ta vie et tu regardes sur ces catégories, quelles sont tes croyances, quels sont les trucs que tu peux améliorer, quels sont les trucs sur lesquels tu peux travailler» et donc l'idée du podcast, c'est vraiment ça, c'est d'avoir des toutes petites, captures, des toutes petites capsules où sur un sujet précis, bah, je donne des clés, des choses qu'on peut faire, là, maintenant, tout de suite et qui peuvent nous aider à aller bien. Et c'est ça que j'adore sur ton podcast, c'est les petites capsules, comme tu dis. C'est qu'en fait, on a la possibilité d'écouter un podcast en 10 minutes, un quart d'heure. C'est juste incroyable parce que les podcasts de Talk Talker, c'est très très long, c'est 1 heure 30 et forcément, il faut être concentré, c'est différent. Là, on se dit, OK, je vais emmener les enfants à l'école, je vais les chercher à l'école, je suis en train de me brosser les dents, je suis dans la salle de bain en train de rien faire, je suis en train de cuisiner, peu importe, on a tous un moment où on a 15 minutes à rien faire. Je sais pas, je suis en train de me promener avec le chien, je le descends faire pipi ou peu importe, bah, en 15 minutes, on peut prendre full valeur et on prend full valeur et on sort avec des connaissances en plus. Et ça, c'est vraiment impressionnant parce que ça vous permet quand même de potentiellement et de manière régulière, parce que tu en sors aussi quand même assez régulièrement, Ouais. de, au quotidien, on va dire toutes les semaines, d'en écouter des nouveaux et en fait de progresser dans sa vie de tous les jours. Et ça, c'est quand même fort. Donc, grâce à ces petites capsules, tu as réussi à en mettre en avant le développement personnel grâce à ce que tu connais, ce que tu sais faire. Et en plus, tu vulgarises trop, trop bien. Donc, c'est génial. Franchement, vraiment bravo pour ce podcast. Tu es disponible où pour les personnes qui veulent te suivre sur le podcast? Je sais que tu es sur Apple et tu es Oui, sur d'autres plateformes, je crois, sur 3 plateformes au minimum. oui, Spotify, Deezer et Apple Podcast. Ouais, génial, ouais, tu partout, quoi. Là aussi Deezer, j'y tenais parce que c'est français, donc Ah, trop bien. Et donc, du coup, si vous cherchez le podcast, c'est tout simplement le podcast de Magdanella. Vous tapez dans le moteur de recherche et vous allez tomber dessus. Donc, force à elle. Mettez un petit commentaire et mettez-lui 5
étoiles sur la qualité de son contenu. C'est super important pour le référencement, pour la booster, parce que c'est important, si ça vous sert, que ça serve aussi aux autres. D'accord? Il n'y a pas de raison que ça soit que pour vous. Il faut que tout le monde en puisse en profiter, parce qu'il y a énormément de contenu. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres sujets que tu partages dans le développement sur le podcast, notamment, par exemple, quand on est avec les entrepreneurs, une question qu'on pose tout le temps aux entrepreneurs qu'on a sur le podcast, c'est comment ils arrivent à faire la connexion ou comment ils arrivent à trouver l'équilibre entre la vie perso et la vie pro. Est-ce que toi, c'est un sujet que tu as peut-être même pour toi personnellement, comme tu es entrepreneuse, réussi à faire, trouver l'équilibre entre la vie perso et la vie pro? Si oui, comment tu as fait? Parce que moi, j'y arrive pas tout le temps, donc j'aimerais bien des astuces. Et voilà, comment on arrive à trouver cette connexion idéale? Bah, écoute, en termes de principe, moi, j'ai envie de dire pas d'excuses. Donc, Ok, quand là, il faut être honnête avec soi-même. C'est important de pas se mentir. Si on veut pas mentir aux autres, il faut déjà commencer par pas se mentir à soi-même. Et en plus, l'honnêteté, c'est un truc qui résonne, qui vibre. En fait, les gens le sentent quand vraiment. c'est pas honnête, ouais, quand c'est pas aligné. Et donc en fait, quand tu dis ouais, mais en fait j'y arrive pas, j'ai pas le temps de faire du sport, j'ai pas le temps de m'occuper de mes enfants, j'ai pas le temps de m'occuper de moi, j'ai pas le temps de partir en week-end avec mes potes, ça c'est des C'est des excuses. excuses. Ouais, Ça c'est des excuses en fait. Tout est une question d'organisation. Et après, il y a une réalité aussi, c'est qu'il faut savoir faire des choix. ouais. Moi, je le reconnais, hein, j'ai fait des choix. C'est super important pour moi de passer du temps avec mon fils maintenant, parce que là, il a bientôt Bravo. 14 ans, donc inutile de dire que dans 4 ans, il va avoir vachement moins besoin de moi. Donc moi, c'est maintenant. Tu vois, c'est maintenant que je peux partager des trucs avec lui, que je peux lui parler de ce qui me passionne. Tu vois, c'est tout bête, mais on parle de crypto, on parle de Web3, on parle de gestion financière. Et il me dit, mais moi, j'apprends pas ça à l'école. Et je dis, bah, c'est dommage en fait, hein, parce qu'il faudrait qu'à l'école, on vous en parle un petit peu, parce que ça va juste être votre quotidien. Et donc, si tu veux, moi, je trouve ça fait partie voilà, j'aurais pas une journée complète si je partage pas des trucs avec mon fils. Alors, il y a d'autres sujets aussi, hein, la musique, il y a plein de trucs. On parle pas que de trucs sérieux, mais ça, c'est vraiment important. Et cette idée d'avoir des catégories qui font sens pour toi, pour moi, elle permet, je trouve, là encore, hein, zéro culpabilité, zéro pression, mais de se dire comment je fais pour, dans chaque domaine de ma vie, avoir un équilibre. Le sport, par exemple, je te partage un truc, peut-être que ça peut être utile à d'autres, mais moi, je me suis souvent donné cette excuse-là, oh, j'ai pas le temps de faire du sport. Bah oui, parce qu'en fait, il faut te mettre en tenue, il faut aller à la gym, tu prends ta bagnole, tu vas à ta salle de Faut gym, transpirer. il faut transpirer, il faut y aller à l'horaire du cours, parfois tu n'aimes pas le prof, tatati tatata, en plus tu croises toujours deux, trois copines, tu discutes, blabla et tout, le truc te prend 3 heures de ta journée. Et en fait, là, j'ai trouvé mon système, je fais 30 minutes de HIIT le matin en me levant. Donc en fait, ça veut juste dire Oh, qu'il faut que je cool. mette mon réveil 40 minutes plus tôt. Et franchement, 40 minutes, ça va, tu vois, c'est pas le truc infaisable. Et donc là, je me lève, je réfléchis pas, j'enfile mes baskets, je me mets en tenue, je le fais dans mon salon, je pousse la table Waouh. basse, je me mets devant ma télé, devant YouTube, il y a deux, trois entraîneurs que j'aime bien, que je suis. 30 minutes, c'est bâché. Bon, le seul truc, c'est qu'après, tu transpires beaucoup. Donc, faut pas aller sous la douche tout de suite parce que sinon, tu vas transpirer toute la journée. Donc, tu cales ton petit déjeuner derrière. Et voilà. Et du coup, bah, je peux faire du sport. Alors, pas tous les jours, hein, c'est pareil. Minimum 3 fois par semaine, maximum 5. Mais bon, c'est OK. On fait tous après, chacun comme on veut. Mais c'est un exemple, c'est un tout petit exemple anecdotique. Mais il y a toujours des solutions, en fait. Il y a toujours, toujours, toujours des solutions. Si tu fais pas un choix, c'est que tu n'as pas envie de le faire. Et si tu fais pas Ouais, le choix, c'est qu'en fait, tu tires un bénéfice à être dans une situation qui est parfois une situation, excuse-moi, mais de merde. Et ben, c'est compliqué, qu'en fait, ouais. quelque part, ça te va bien. Peut-être que tu es juste content d'avoir un truc dont tu peux te plaindre. Tu as des gens comme ça, hein. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et on sait que c'est plus facile de trouver des excuses hein, que de trouver des solutions parce que des excuses pour pas faire de sport, on peut en sortir 1000. Des excuses pour aller en faire ou des bons points pour aller en faire, il y en a aussi 1000, hein, la santé, le bien-être, etc. Mais il y en a beaucoup moins. Donc forcément, c'est toujours plus facile. Il y a peut-être 90% de chances de ne pas y arriver ou de se trouver des excuses que d'avoir envie. Et comme tu l'as dit, c'est peut-être aussi une excuse pour se plaindre, de se dire voilà, mais je pense que c'est important, enfin, c'est même pas je pense, c'est comme tu le dis, c'est vraiment très important de pouvoir avoir sa vie aussi perso, de pouvoir trouver un équilibre comme ça pour pouvoir être plus performant après dans la vie pro, quoi. Ça, c'est vraiment une base. Exactement. Pendant qu'on est sur la partie des conseils que tu donnes Ouais. aux entrepreneurs, est-ce que
tu as d'autres conseils en mode leadership, spirituel, cohésion d'équipe que tu peux nous partager un petit peu en résumé, parce que tu nous as fait déjà une bonne partie au début, mais résumer un petit peu point par point, voilà, tous ces différents voilà, applications pratiques qu'un entrepreneur doit connaître ou doit savoir ou doit faire. Quels petits tips tu pourrais leur partager? Bah, déjà, il y a un truc que moi je recommande vraiment beaucoup, c'est de lire. Alors là, c'est pareil, hein, Wow. tu peux lire Ouais. une page tous les soirs, c'est OK, tu vois? Ou tu dis: «Moi, j'ai une discipline, par exemple, je regarde jamais la télé le soir». Je fais des soirées cinéma, je regarde des films et tout machin, tu vois? Mais avant de me coucher, je regarde pas la télé. Je m'oblige à lire. Parfois, j'ai pas envie, hein, je t'assure, c'est vraiment parfois j'ai trop envie de rester sur mon téléphone à scroller sur des trucs sur Instagram. Mais ça, vraiment, non. Tu vois, c'est le truc, je m'oblige parce que je sais qu'en fait, ces quelques pages que je lis, elles m'apportent en fait sur l'année. Bah, du coup, tu arrives à lire quelques bouquins sur l'année, plus un peu plus pendant les vacances. Et en fait, de choisir des thèmes super variés, c'est pas forcément des bouquins de management ou des bouquins de leadership. Tu choisis ce que t'aimes. Hein, ça peut être même des BD, des mangas. Enfin, c'est vraiment chacun en fonction de ses goûts. Mais cette manière d'acquérir un peu de savoir différemment, elle a vraiment une influence, je trouve, sur la manière dont le cerveau réagit, fonctionne, est créatif. Il y a un autre truc que moi je recommande vraiment, c'est de continuer à apprendre des choses de manière volontaire. Ouais. Prendre des cours d'italien, bon, c'est ce que je fais moi en ce moment, je suis très très contente de mes cours d'italien. Prendre des cours de Très jolie guitare. langue. Ah ouais, c'est vraiment une langue magnifique. Et en fait, ça fait fonctionner le cerveau. Alors déjà, moi, c'est parce que j'ai une peur un peu, j'ai hyper peur des maladies dégénératives, tu vois, type Alzheimer, Ok. etc. Et en fait, ça, c'est un super remède. Tu peux commencer, enfin, plus tôt tu commences, mieux c'est. En fait, c'est d'apprendre des choses tout le temps et de continuer, si tu veux, à se challenger. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu recommences à apprendre, bah, tu sais pas, par définition. Et du coup, tu es comme un enfant et tu es vachement humble. Et cette humilité que tu as devant ton prof de guitare ou devant ton prof de taekwondo ou quoi que ce soit, elle te fait du bien en tant que dirigeant. Parce que pendant ce temps-là, c'est pas toi qui es en charge. Toi, tu es en charge d'apprendre. Et ça fait Ouais. vraiment du bien en tant que dirigeant de se remettre dans cette posture-là de c'est pas moi qui sais. Et en fait, il y a tellement de choses, encore une fois, qu'on ne sait pas. Et après, le troisième conseil, c'est vraiment vis-à-vis de ses salariés. Je pense que moi, je vois beaucoup de salariés en souffrance. J'ai beaucoup de personnes qui me disent qu'elles pleurent régulièrement. Ah ouais, des Beaucoup de salariés. burn-out. Ok. Ouais, ouais, des salariés quand on accompagne des boîtes en collectif, donc quand on fait des programmes de formation ou d'accompagnement du changement avec des groupes en collectif, tu as beaucoup de salariés en souffrance. Et ça, c'est parce que les dirigeants se mettent pas carré avec eux-mêmes. Et en gros, ils sont sur le dos de leurs salariés, ils sont pas cohérents, ils sont pas bien avec eux-mêmes. Et du coup, ils créent vraiment pas de super environnement. Il y a dans la région de Montpellier, quelqu'un qui s'appelle Michel Coury, que moi j'aime beaucoup, que je suis parce que je trouve qu'il a vraiment ce message très fort de dire: «C'est pas normal de sortir du bureau en pleurant. C'est pas normal d'arriver au bureau, la boule au ventre» et ça, c'est vraiment la responsabilité des dirigeants. Parfois, j'aimerais bien, tu vois, enfin, je le vois, je le vis avec les dirigeants avec lesquels je travaille parce que je choisis aussi, hein, les dirigeants avec lesquels je travaille. Il y a des personnes, clairement, j'arriverai pas à travailler avec eux. Ceux avec lesquels je travaille, c'est vraiment des personnes qui sont hyper en conscience, qu'elles ont une responsabilité vis-à-vis de leur boîte et une responsabilité vis-à-vis de leurs salariés pour faire en sorte que les gens soient bien dans la boîte. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, je comprends. Et souvent aussi, c'est pareil. Quand on est entrepreneur, on ne se rend pas compte qu'on a une responsabilité Mm. vis-à-vis de nos clients, mais aussi vis-à-vis de notre team. Et souvent, les Ouais. gens vont préférer deux objectifs. Aller chercher des nouveaux clients, closer des nouveaux clients et donc du coup aller récupérer de l'argent. Et en se disant, bah voilà, je vais générer des revenus dans ma boîte, je vais payer ma team. Donc à partir du moment où ma team elle est payée, elle est heureuse. Bah, c'est pas que ça. C'est pas que ça. Mm. Effectivement, l'argent c'est important pour beaucoup de gens, mais c'est pas suffisant. C'est pas parce que tu fais rentrer de l'argent dans ta société et du coup à ta team qu'ils vont être heureux. Donc bah merci, hein, merci en tout cas pour ce partage-là. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Lyft pour les prochains mois et les prochaines années? Qu'est-ce que tu t'es donné comme objectif? Si on peut en parler, parce qu'il y a sûrement des objectifs qui sont confidentiels, mais pour le non confidentiel, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de mieux pour ces 2, 3, 4, 5 prochaines années? Et dans tous les cas, on fera un podcast dans un an pour voir ce qui s'est passé durant cette dernière année. Bah, écoute, moi vraiment ce que tu peux me souhaiter, ce que la communauté peut me souhaiter, c'est plus de clients en accompagnement individuel. Moi, j'adorerais en fait avoir plus Waouh, de ok. dirigeants et de dirigeantes que j'accompagne en individuel parce que vraiment, le changement, ça part d'en haut. Pour avoir un changement maximal, il faut que tu aies un dirigeant, une dirigeante qui dise
OK, en fait, je vais fonctionner différemment, je vais changer de paradigme et du coup, je vais prendre des décisions différemment, je vais faire et ma boîte va changer, en fait. Donc moi, c'est vraiment je m'éclate sur les programmes de formation et d'accompagnement collectif. Mais là, vraiment, mon objectif, c'est d'avoir beaucoup plus de clients en individuel parce que je trouve que derrière, le potentiel d'accélération du changement, il est juste incroyable. Alors pour les personnes qui nous écoutent, allez déchirer la boîte de messagerie de Magdalena. C'est super important sur LinkedIn. Il faut qu'elle ait tellement de messages qu'elle ait même plus le temps de répondre. D'accord? Elle veut avoir trop de travail, elle va avoir trop de travail. D'accord? Donc pour les auditeurs qui nous écoutent, allez-y à fond. En tout cas, vraiment, force à toi. Vraiment, bravo pour ce que tu fais. C'est incroyable. Il y a beaucoup plus d'entrepreneurs qui ont besoin de tes services et qui doivent te contacter pour justement se développer, grandir. Et le mindset, l'état d'esprit, le cerveau, c'est beaucoup plus important qu'autre chose. Souvent, on a parfois tendance à l'oublier, mais le cerveau, c'est vraiment ce qui dirige tout le reste du corps et du coup, qui va diriger votre entreprise et votre vie pro, votre vie perso, votre joie, vos peines. Donc voilà, c'est vraiment très important. Vraiment, merci d'avoir partagé toutes ces informations. Bravo pour ce que tu fais. Puis à très vite sur un podcast de Token Talkers. Merci beaucoup.